Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Tech Lab. La conférence qui va démarrer va être menée par Stéphane Adinger, qui est directeur de la technologie chez AWS. Bonjour. Bonjour. Votre conférence cet après-midi aura pour thème le Security Design avec l'exemple du système AWS Nitro. Je vais vous laisser la parole et je vous souhaite à tous bonne conférence. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, merci de votre présence. On va parler de Nitro, donc on va parler de technologie au service de la sécurité. Je ne sais pas si vous connaissez Nitro, en tout cas on va rentrer dans le détail. Mais je vous propose de prendre un petit peu de hauteur pour démarrer. On va faire un petit peu de philosophie ensemble. Ah, ça rigole moins. Hein. Le bateau de Thésée. Est-ce que quelqu'un connaît le bateau de Thésée? Avant-hier, je ne connaissais pas, donc soyez rassurés. Alors, si vous vous souvenez de vos cours de mythologie, donc Thésée est allé combattre le Minotaure. Il est revenu en vainqueur. Et les Athéniens ont décidé de garder son bateau pour l'éternité en tant que justement symbole de la victoire de Thésée. Et le bateau, il est alors c'est pas exactement celui-là, mais le bateau, il est en bois. Et le bois, au bout d'un moment, ça s'abîme. Donc ils ont remplacé une ou deux planches par-ci, par-là. Et puis les cordes ont lâché, donc ils ont mis une nouvelle corde. Pareil, la voile est tombée en morceaux, ils ont mis une nouvelle voile. Jusqu'au jour où ils ont remplacé le dernier élément, qui fait que sur ce bateau, il n'y avait plus aucun élément d'origine de ce bateau. La grande question philosophique, c'est est-ce que c'est toujours le même bateau ou pas? Bien. Alors, en fait, le lien avec ça, c'est l'hyperviseur, la technologie d'hyperviseur chez AWS, qui a vécu un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ça a démarré sur une souche technologique, et puis progressivement, année à année, et après année, on a remplacé des composants, jusqu'à finalement avoir une nouvelle solution qui s'appelle Nitro, où il n'y a plus aucun composant d'origine, et pourtant c'est toujours le même service. Donc Nitro, c'est une technologie qu'on a commencé à développer à partir des années 2011-2012 et qui a atteint son plein potentiel et justement l'ensemble de sa promesse en 2017. Et c'est une technologie d'ailleurs dont, si vous êtes client AWS, vous en bénéficiez tous les jours, gratuitement, puisque c'est intégré dans tous les serveurs depuis 2018. Alors on va revenir un petit peu en arrière. 2010, voici à quoi ressemblait un hyperviseur chez AWS. Alors en fait, c'est assez classique, puisque c'est un hyperviseur tel que tous les hyperviseurs fonctionnent, que vous soyez en VMware ou chez tous les autres cloud providers. C'est de la virtualisation logicielle. Ça veut dire que c'est dans le processeur que se fait l'émulation de disques, de réseaux, de la séparation entre les process et ainsi de suite. Et au début des années 2010, on s'est dit en fait, on a plusieurs objectifs. Un premier objectif de performance. Comment rendre la virtualisation aussi rapide que du bare metal? Ça paraissait un peu fou d'ailleurs dans les années 2010, mais on s'est dit, on va prendre ce challenge-là, et on va prendre le deuxième challenge qui est d'augmenter la sécurité pour rendre les données au sein des serveurs inaccessibles techniquement et matériellement par les salariés d'AWS. Et donc on a commencé par prendre des fonctions. Alors la première, c'est la partie réseau. Toute la virtualisation réseau a été bougée vers les cartes réseau, qui avaient des accélérateurs et qui géraient automatiquement l'encapsulation et la virtualisation du réseau. Et ce faisant, on a découvert une start-up israélienne qui s'appelait Annapurna Labs, qui était juste fabuleuse. Et donc, du coup, on a fait l'acquisition de ces startups. Ils sont toujours chez AWS et ils font du hardware pour émuler des devices physiques. Donc, juste après, on a mis donc après la partie réseau, on a mis les disques, ce qu'on appelle EBS chez nous, qui est pareil, était parti dans cette carte-là. Puis on a mis le stockage local. Et puis on a mis finalement toutes les fonctions de l'hyperviseur, de monitoring, d'accès, de coordination, de tout ça. Et ça nous a permis, donc fin 2017, d'arriver à ce qu'on appelle le système Nitro, où en fait il n'y a quasiment plus d'hyperviseur dans le processeur. Il y a juste un tout petit bout, qui est une base de KVM. On a quasiment tout enlevé de KVM. Ce petit bout de processeur, il sert à une chose. C'est à configurer les cœurs, la mémoire et le mapping sur SRIOV pour justement configurer au démarrage la machine. Et puis après, cet hyperviseur, il ne fait plus rien. Et les machines virtuelles accèdent directement à Nitro via du hardware, via les cartes PCI Express. Et ça nous permet d'avoir justement cet ensemble de promesses. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail sur à quoi ça correspond en termes de composants.
Il y a 3 grands composants. Il y a les cartes Nitro, il y a l'Intro Security Chip, on reviendra tout à l'heure sur à quoi ça sert, et il y a l'hyperviseur, ce petit bout d'hyperviseur qui reste. Les cartes Nitro, ça ressemble à ça. Donc ce sont des cartes réseau à la base, mais qui ont à la fois un processeur et du code qui tourne, mais surtout des ASIC, donc du hardware, qui permet d'accélérer les fonctions réseau et qui permet surtout de faire du chiffrement à la volée. Petit bonus, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le fait d'avoir du hardware, on s'est dit, mais le chiffrement, c'est important pour tous les clients, mais ça coûte cher. Ça coûte cher en cycle CPU, ça coûte cher en performance et en latence. Par contre, si on met de l'accélération matérielle du chiffrement, en fait, on peut réduire ce prix à 0. Et c'est ce qu'on a fait avec Nitro également, qui fait que tout ce qui rentre et tout ce qui sort est chiffré et déchiffré à line rate. Ça veut dire à la vitesse de la carte réseau. Sur des cartes réseau 200 gigabits par seconde, eh bien, le hardware permet de chiffrer et déchiffrer à la volée à 200 gigabits par seconde, sans aucun effet de latence. Donc il y a du beau matériel. Il y a des puces également, ce sont des processeurs ARM à la base, qui sont justement associés à ces accélérateurs matériels. Tout ça tourne dans la carte. On sort génération après génération. Et surtout, voilà, on voit ici les différentes fonctions de virtualisation qui sont faites. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont des cartes PCI Express, et cette carte permet d'émuler des devices PCI Express virtuels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lancez une machine virtuelle qui a une carte réseau et un disque EBS, en fait, la carte Nitro va se reconfigurer pour annoncer au processeur l'équivalent d'un disque NVMe, donc d'un disque flash, qui n'existe pas, hein, qui est purement virtuel, et l'équivalent d'une carte réseau qu'on appelle ENA. Et donc, à la volée, c'est comme virtuellement si, au moment du lancement de la machine virtuelle, vous insériez une nouvelle carte PCI Express dans le bus. Mais c'est en virtuel. Et du coup, ces devices PCI Express vont être directement mappés dans la mémoire de la machine virtuelle, du SRIOV. Et la machine virtuelle, quand elle a besoin d'écrire sur disque ou quand elle a besoin d'aller sur le réseau, en fait, elle ne passe pas par l'hyperviseur. Elle parle directement à la carte en PCI Express, qui ensuite fait son opération de virtualisation. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à faire de la machine virtuelle qui est aussi rapide que du bare metal. Parce qu'il n'y a plus cette couche logicielle au milieu qui capture les paquets et qui les transforme. Mais ça ouvre énormément de possibilités. Parce que comme j'ai dit, à partir du moment où cette carte récupère la commande, de dire, je reprends l'exemple d'un disque. Vous avez EBS, la carte PCI Express émule du NVMe. Donc l'OS voit un disque flash NVMe. Cet ordre d'écriture NVMe est capturé par la carte qui se dit, tiens, c'est telle machine virtuelle qui est mappée sur tel volume EBS, donc je vais l'envoyer sur tel serveur EBS. Et au passage, je vais aussi chiffrer tout ça avec la clé qui est dédiée sur ce volume-là, de manière complètement transparente. Donc zéro impact justement pour les workloads. Et ça permet bien sûr aussi au passage d'embarquer toute la stack de chiffrement. Donc c'est de l'AES 256, ça c'est le défaut, mais ça vous permet aussi d'apporter vos propres HSM, d'apporter vos propres données et de contrôler en fonction de la classification de données les différents niveaux de chiffrement que vous voulez appliquer. Donc là on a la carte, on a l'hyperviseur, comme j'ai dit, tout petit hyperviseur où il reste quasiment rien si ce n'est de la configuration statique du processeur. Et l'avantage que ça a également, c'est que cet hyperviseur, en fait, voilà, il reçoit les commandes start-stop, il configure le CPU. Maintenant, puisqu'on parle de sécurité, cet hyperviseur, il est en mode passif. C'est-à-dire que la carte Nitro commande l'hyperviseur. Donc, vous appelez une API AWS EC2, ça va lancer une machine virtuelle qui va configurer la carte Nitro, et la carte Nitro va configurer l'hyperviseur. Cet hyperviseur, il est en mode passif au sens que il attend des requêtes venant de la carte Nitro, il obéit et ensuite il répond à un status. Par contre, une chose que ne fait jamais l'hyperviseur ne contacte jamais spontanément la carte Nitro. Je vais le dire autrement, et ça c'est un contrôle facile à faire. Si jamais l'hyperviseur contrôle spontanément la carte Nitro, ça veut dire que l'hyperviseur a été compromis. C'est-à-dire qu'un hacker a réussi à prendre son contrôle. Ça veut dire qu'instantanément, la machine et même le serveur tout entier serait mis hors production parce qu'il a été compromis. Donc c'est une notion importante pour éviter tout
tout mouvement latéral justement dans une attaque, c'est qu'à partir du moment où cet hyperviseur se met à parler sans répondre à une question, ça veut dire qu'on a un grave problème. Et ce qu'on aime bien en sécurité, surtout à l'échelle du cloud, c'est d'avoir des choses qui soient faciles à détecter. À la première requête, on arrive à le détecter. Donc, à quoi ça ressemble? Alors, c'est toujours compliqué de le mettre sur un schéma. Mais donc la machine virtuelle est mappée on va mapper les devices unitairement sur la carte PCI Express. Mais en fait, comme c'est du PCI Express, il y a une autre possibilité qu'on a ouverte au passage, c'est ce qu'on appelle du bare metal. Et qu'en fait, si vous le voulez, on n'a plus vraiment besoin de l'hyperviseur, puisque les fonctions importantes de l'hyperviseur ont été bougées dans la carte. Et donc, ce qu'on appelle les instances bare metal, même si j'aime pas beaucoup le terme parce qu'il est un peu trompeur, parce que c'est du bare metal, mais qui bénéficie quand même de tous les avantages du cloud. Donc, ça veut dire qu'il bénéficie quand même de la virtualisation du réseau et de la virtualisation du stockage, mais c'est une option. Et là, vous prenez le contrôle du serveur tout entier, du processeur tout entier. Vous pouvez faire de la virtualisation logicielle si vous voulez, vous avez accès aux fonctions. Vous avez surtout accès aux compteurs internes dans les processeurs. Netflix, par exemple, a fait beaucoup de blog posts là-dessus. Eux, ils cherchent, un de leurs objectifs, c'est la compression vidéo et d'aller vraiment aux limites des performances des processeurs. Dans une machine virtuelle classique, vous n'avez pas accès au compteur interne des processeurs. Sur du bare metal, vous y avez accès. Donc ça permet de faire du fine-tuning. Alors, il y a peu de gens au monde qui font ça, mais ça permet de faire ce type de fine-tuning. Et puis nous publions également des benchmarks comparés entre du bare metal et de la virtualisation. Alors si vous êtes un peu loin, on le voit, les écarts sont infimes, sont inférieurs à 1%. Ça, c'est important aussi pour garantir la qualité de service, notamment vis-à-vis de nos clients et vous savez, le phénomène qu'on appelle de noisy neighbor. Si vous êtes sur une machine virtuelle en même temps qu'un autre client est sur une autre machine virtuelle, sur le même serveur, et que le client d'à côté, il pousse le serveur aux limites en termes de performance réseau ou quoi que ce soit, en fait, ça, on arrive, comme il y a du hardware derrière, on arrive à le contrôler et à s'assurer que, quel que soit le comportement de vos voisins, en fait, ça n'a pas d'impact sur vos performances. Ça, c'est une demande il y a 12 ans ou il y a 15 ans, on avait encore ce problème et c'était un cas de discussion assez classique avec les clients. Aujourd'hui, ce problème a été rayé de la carte. Mais je vais revenir, donc là on a parlé performance, c'est bien, mais je vais revenir sur la sécurité. Qui dit bare metal dit accès à la carte mère. Je ne sais pas si vous imaginez combien il y a de firmware sur une carte mère, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Pour aller contrôler la vitesse du ventilateur, pour aller contrôler des fonctions assez peu importantes, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est difficile de l'imaginer. Le risque ici, c'est de se dire, si jamais un attaquant compromet un firmware sur une fonction accessoire, est-ce que ça ne peut pas être un vecteur pour revenir sur le processeur et l'attaquer? Dit autrement, j'ai une machine bare metal qui est utilisée par quelqu'un qui se met à patcher tout ce qu'il y a autour. Ensuite, il relâche la machine et le suivant qui arrive, il arrive avec une machine qui est dans un état qui n'est pas fabuleux parce que le firmware du ventilateur a été hacké. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette security chip. Donc c'est une puce physique que nous rajoutons sur la carte mère et qui vient en coupure entre le processeur et les bus, les SPI, 2C et compagnie, tous les bus qui servent à contrôler et mettre à jour tous les composants annexes. Et cette puce, elle fait deux choses. La première, c'est qu'elle interdit toute écriture de firmware, de mise à jour de firmware sur les composants annexes. Et la deuxième, c'est que quand le serveur démarre électriquement, en fait, ce security chip prend le contrôle, bloque le processeur qui n'a pas encore démarré et commence à faire un audit complet de tous les firmware, de tous les composants. Et c'est uniquement si l'audit complet correspond à la signature, donc tous les firmware correspondent à la signature, donc le serveur est dans l'état attendu, uniquement sous cette condition-là, le security chip libère le processeur qui commence à faire son boot. C'est important pour justement cette confiance et s'assurer que on n'a pas de mauvaise surprise sur un serveur physique qui serait dans un état inconnu et donc un état un petit peu embêtant. Et ça continue derrière puisque ça devient cette root of trust pour le démarrage. Donc c'est la carte Nitro qui injecte il y a du NVMe virtuel qui injecte le code de boot pour que le processeur puisse démarrer toutes ces phases de boot.
J'ai une petite parenthèse, on a regardé en détail l'UEFI sur du boot sécurisé. Il y a une chose qui nous a un petit peu terrifié, c'est que de mémoire, l'UEFI, c'est plus d'1 million de lignes de code. Et c'est très très compliqué d'avoir une vision de sécurité de bout en bout. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une version un petit peu simplifiée, puisqu'on avait cette possibilité via les cartes Nitro, de dire en fait c'est cette carte Nitro qui prend le contrôle dès le début et qui va vérifier les premiers étages de boot, et qui va aussi injecter le code de l'hyperviseur si on a besoin d'un code hyperviseur. Mais on voulait aller encore plus loin. Et toujours cette question, je ne sais pas pour ceux qui étaient là ce matin sur la keynote, mais toujours cette question de dire les lois extraterritoriales américaines, les évolutions juridiques et comment protéger encore mieux les données. Alors je ne parlerai pas aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de Cloud Act, FISA 702 et de tous les mécanismes en fait, qui vous permettent de vous protéger. On a voulu aller un cran plus loin en se disant tout ce que je peux vous dire aujourd'hui n'est valable que pour les lois existantes. Et si demain les lois évoluaient et forçaient AWS à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Donc on en a profité quand on a créé Nitro pour supprimer l'accès opérateur. Alors ça veut dire quoi? Sur un hyperviseur classique, si vous êtes administrateur de l'hyperviseur, c'est game over. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez tout faire. Lire, modifier, exfiltrer les données sans que le client le voie. Donc c'est un bon challenge de sécurité. Ça veut dire que tous les opérateurs cloud au monde, ou les opérateurs de cloud privé ont le même problème, c'est comment contrôler, auditer et vérifier les accès administrateurs. Le pari fou qu'on a pris ici de se dire, mais avec Nitro, et si on supprimait les accès administrateurs tout court? Et c'est ce qu'on a fait. Alors on s'est coupé un bras au passage. C'est-à-dire que si on a un problème en production, eh bien, on aimerait peut-être qu'un ingénieur d'AWS se connecte sur le serveur pour voir ce qui se passe. Eh bien, on ne peut pas. On ne veut pas, et en plus, on ne peut pas. Dans ce cas-là, le seul moyen que nous ayons de faire du troubleshooting, ce serait de reproduire le même problème en laboratoire sur des machines instrumentées qui sont spéciales. Mais en production, nos opérateurs ne peuvent pas se connecter. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est justement pour créer cette enclave de sécurité au niveau du processeur et que dès que la donnée est en clair, elle est non exfiltrable, mais techniquement, matériellement. L'idée étant que, contre toute demande d'autorité qui nous demanderait d'accéder aux données et de fournir les données déchiffrées, la réponse est toujours la même. Nous sommes incapables de le faire. Je vais le reformuler. Nous ne connaissons aucun moyen technique qui permette de faire cette opération. Et nous n'avons pas l'intention d'ajouter cette opération. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est bien, mais on a de la documentation qui va beaucoup plus loin, si vous voulez regarder tout ça. Donc, on a un white paper qui est disponible en français et en anglais. On a également comment ça s'appelle, un audit, une certification par un auditeur tiers, et on a intégré tout ça dans les contrats AWS. Donc, le fait que les opérateurs AWS soient incapables d'accéder aux données, de les exfiltrer, c'est écrit noir sur blanc dans le contrat que vous avez automatiquement avec AWS. Alors, puisqu'on parle de virtualisation, je fais juste une petite parenthèse également sur la partie side channel attack. J'ai deux fois des questions, alors ça me permet quand même de traiter le sujet. Il y a toujours cette question de dire les cœurs physiques, la mémoire, est-ce qu'il y a du partage de mémoire entre VM, est-ce qu'on peut passer par les caches L1, L2, L3, entre les cœurs, et ainsi de suite. Alors, on a pris très tôt une décision assez brutale, qui est de dire, si vous prenez une machine virtuelle avec 4 cœurs physiques et 15 et 16 gigas de mémoire, ces 4 cœurs physiques vous sont physiquement alloués. Et ils sont mappés de manière statique. Donc, à partir du moment où vous démarrez la machine virtuelle, au moment où vous l'arrêtez, les cœurs sont toujours les mêmes, les caches L1, L2 sont toujours les mêmes, et les barrettes, le range mémoire que vous avez alloué est toujours le même. Même si votre CPU fait du 0%, même si vous ne consommez pas la mémoire, peu importe. Elle ne sera pas utilisée par quelqu'un d'autre, elle vous est dédiée, et ça permet d'avoir ces fortes, on va dire, caractéristiques de sécurité, qui est que les caches L1, L2 ne sont pas partagées, les processeurs ne sont pas partagés, et ça permet d'avoir, là encore, de simplifier la posture de sécurité. Alors, si vous avez, je fais une parenthèse, si vous avez des applications qui ont des besoins de burst et dont l'usage CPU évolue énormément, on a d'autres services. On a Lambda, on a des containers, il y a beaucoup d'autres choses. Mais pour une machine virtuelle, c'est statique.
C'est très différent, hein, vous savez, d'un VMware, par exemple, qui va faire de la surallocation mémoire ou de la surallocation CPU. Ce n'est pas le cas sur les hyperviseurs d'AWS. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment la fondation de l'ensemble de l'infrastructure et de la sécurité. Je répète, hein, c'est disponible depuis 2018. J'ai souvent la question de dire quand est-ce que ça sort. Non, c'est comme Monsieur Jourdain, vous l'utilisez déjà si vous êtes sur AWS. Il n'y a pas de surcoût, c'est intégré, c'est natif et ça vous donne ces éléments de garantie et de sécurité supplémentaires. Et ça nous a permis aussi de gagner en performance, de chiffrer tout. C'est mon conseil, hein, chiffrer tout de toute façon. Et en plus, cet accès opérateur, ça permet d'avoir ce 360 qui fait que, comme tout est chiffré, le seul endroit où les données sont en clair, c'est dans le processeur et Nitro empêche l'accès. Et sur tout le reste, nous vous donnons le portefeuille ou l'éventail complet de solutions de chiffrement avec des solutions managées par AWS ou même des solutions managées par des tiers comme Thales ou Atos Eviden, si vous le souhaitez, pour avoir vos clés de chiffrement complètement en dehors d'AWS. Je vous remercie et je pense qu'on a le temps pour quelques petites questions. Je suis sûr qu'il y en aura. Effectivement, nous avons une dizaine de minutes. On va commencer par vous applaudir pour cette conférence tenue sur le design et le système Nitro de chez AWS. Cher public, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et je viendrai vous passer le micro pour vous donner la parole. C'est toujours compliqué la première question. Hein. Bon, il y a toujours une question qui est dans le public. Tenez, je vous donne le micro, monsieur. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, ça va être le pentest AWS. Et je me demande s'il y a des possibilités d'ouverture de pentesting sur Nitro. Moi, j'ai pas l'impression de ce que vous dites, mais je pense que vous connaissez un petit peu mieux que moi. Alors, c'est une très bonne question. Sur le pentest, on va vraiment distinguer ce qui est géré par AWS de vos applications. On a fait évoluer il y a quelques années les clauses, les conditions sur les pentests. Sur vos applications, vous pouvez faire autant de pentests que vous voulez. Il n'y a pas de déclaration préalable à faire. Vous faites ce que vous voulez. Sur les services AWS, et ça inclut Nitro, on ne va pas vous autoriser à faire des pentests individuellement. Par contre, c'est des choses que nous faisons bien sûr nous-mêmes. Ça c'est un choix, mais surtout via nos auditeurs. Nous sommes un SOC de PCI DSS, ISO, il y en a 3 ou 4 derrière et ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui imposent les pentests et nous allons très loin sur ces pentests. Donc en général, quand il y a des questions sur les pentests, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est de regarder qu'est-ce que vous voulez contrôler. Parce qu'il y a de fortes chances qu'un auditeur ait déjà fait ces tests-là et que vos objectifs de sécurité soient déjà couverts. Si jamais il y a un trou dans la raquette, en fait, on est prêt à travailler avec vous pour compléter ça. Et en général, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, du coup, on l'intègre dans notre framework de test. J'ai perdu le compte, mais on a un framework de contrôle qui inclut plus de 1800 tests et qui permettent ensuite d'alimenter les différentes certifications et qui sont faits par des auditeurs tiers indépendants comme EY, NCC, Bureau Veritas et beaucoup d'autres. Y a-t-il une autre question, une autre précision que vous souhaiteriez obtenir ? Eh bien, ma foi, je crois que nous avons fait le tour du sujet. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez la conférence sur la chaîne YouTube du InCyber Forum. Comme toutes les autres conférences du Tech Lab et des autres espaces, eh bien, elle sera mise en ligne environ un mois après notre forum. Merci, Monsieur Adinger. On vous donne rendez-vous demain. Vous serez présent, je crois, demain matin à 11h15. Pour un nouveau sujet, une nouvelle conférence. Quant à nous, eh bien, nous allons nous retrouver d'ici quelques minutes pour aborder une conférence sur l'Active Directory Mind Map avec les recettes qui vous permettent une compromission à la carte. Merci de votre présence et bon forum à tous.